présentation de l'Hôtel Montville. Donc, je me souviens de certaines de tes expositions. Puis, je me souviens d'avoir discuté de ton travail avec Daisy Desrosiers, qui était en charge de la galerie à cette époque. Donc, quand on m'a demandé si je voulais dialoguer avec quelqu'un, je me suis dit, je serais intéressé à te rencontrer et à discuter de ton travail passé et actuel et de voir si, dans un espace qui est très particulier, là, celui des arts contemporains, avec ta pratique, toi, je crois, qui est très actuelle, là, puis qui correspond à ce que, si j'en comprends bien, c'est au cœur de ce qui se fait en art contemporain. Je me demandais comment on peut lier ça au cinéma, comment les préoccupations qui sont les tiennes peuvent se retrouver dans le cinéma. Donc, moi, c'est ça qui me... Moi, je te remercie de m'avoir invitée. J'ai été une exilée pendant 5 ans, donc j'ai pas été au courant beaucoup de ce qui s'est passé ici. Donc, je connaissais pas ton travail. Je suis allée regarder les films, lire beaucoup, et j'ai été particulièrement ravie. Puis, je pense que j'ai vu beaucoup de résonance dans certains de tes intérêts ou tes recherches et les miennes. C'était une belle surprise, donc je pense que ça va être un plaisir d'échanger. T'as vu juste. Mais c'est ça. Puis, on se disait avant que la caméra commence, Marie-Michel m'a fait lire un livre qu'elle avait publié, qui était, je crois, ton mémoire de maîtrise, La Chambre double. Oui. Puis qu'elle a écrit il y a quelques années déjà, mais dont certains des thèmes, puis même certaines des tournures de phrases, le texte que je n'avais pas lu, mais ça retrouve, moi, à la fin du film que je termine là, donc il y a des espèces de synchronicité, et puis c'est ça qui est à explorer, que je trouve qui est intéressant. Même malgré le décalage et malgré les pratiques qui sont assez différentes. Oui, bien c'est un texte qui, dans le fond, ça a été écrit il y a plusieurs années, mais c'est encore très, très présent dans ma pratique. Je dis des fois que c'est un peu comme un manifeste qui entoure tout ce que je fais. Donc, c'est un texte qui parle d'un hôtel qui est aussi le langage. Et puis, chacune des pièces de ce bâtiment est décrite. Et puis, dans le fond, j'ai l'impression que je fais toutes mes expositions un peu en lien comme des espaces habités. Donc, même si ça a été écrit il y a longtemps, ben, c'est vraiment présent dans toutes mes expositions. Est-ce que je me trompe ou... donc, tu m'arrêtes, tu me corriges. Mais ton art n'est pas conceptuel nécessairement, mais donc dialogue avec l'art conceptuel, il y a quelque chose quand même il y a quelque chose de l'importance des gestes, de l'idée, de l'intervention dans ce que tu fais. Oui, c'est sûr que c'est là. C'est comme un art conceptuel romantique, un peu. Il y a quelque chose de ça, je dirais peut-être, oui. Puis, mais dans ce très beau texte-là, qui est passionnant, il y a quelque chose de théâtral. Là, j'y voyais une porte parce qu'on y décrit les lieux, on y décrit des principes de mise en scène, presque. Mm-hmm. Puis il y a quelque chose qui nous a... Tu dis le mot le romantique, c'est assez... C'est vrai. Il y a quelque chose de sensible, d'engagé. Oui, puis ça termine même dans une chambre à coucher, dans un lit avec un double. On ne sait pas si c'est 2 personnes, je dis 2 côtés du lit. Puis il y a tout le principe identitaire qui est exploré dans ce livre-là aussi. Puis c'est un peu pour ça que je te l'ai envoyé, parce que c'était quand même quelque chose qui est au cœur de ton travail, mais... j'ai regardé hier Transatlantique, et puis pour moi, il y avait quand même des similitudes dans le navire, le bâtiment, la grandeur, et ça m'a fait penser au bâtiment, puis tout le silence qui est présent dans le film, en même temps qui est comme... il y a tous ces bruits du bateau, et puis aussi le fait que tu n'as pas traduit volontairement le dialogue ou tout ce que les gens disent. Je sais pas, moi, je me suis retrouvée un peu dans un espace comme mon hôtel, où il y a des gens qui sont là, qui habitent, qui se promènent, qui font partie un peu de ce bâtiment, qui deviennent comme un peu partie intégrante du bâtiment. Et je sais pas, ça a résonné avec... je me suis dit, encore une fois, il y a comme une synchronicité dans la rencontre. J'abonde dans ton sens. Je suis vraiment... Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans La Chambre double aussi, c'est que... Et puis moi, c'est une conviction, là, c'est que le monde est à la fois réel, mais à la fois une projection de ceux qui le font. Tu sais, c'est-à-dire que dans ton hôtel, dans La Chambre double, il est à la fois réel parce que habité par d'autres, puis donc préexistant.
Mais c'est aussi une projection, c'est aussi un espace mental. Tu sais. Je pense que le monde, c'est ça. Tu sais. Puis, moi, la culture, c'est ça. Tu sais, on vit des choses, mais aussi on les pense, on les imagine. Puis le cinéma, pour moi, est un dispositif qui permet ça, en particulier le cinéma d'animation, parce qu'il est, tu sais, c'est un artifice, tout est fabriqué, tout est artificiel, du son, du dernier petit bout de l'image au petit son qu'on entend, tout est artificiel. Il n'y a pas de, donc c'est vraiment, pour moi, ça correspond à ce rapport au réel-là. C'est à la fois une expérience réelle, concrète, partagée, mais aussi quelque chose de projeté, d'imaginaire. Puis les deux sont toujours voisins, ou coexistants. Ouais. Puis le cinéma, pour moi, c'est ça aussi. Puis c'est assez étrange parce que je pense que c'est pas pour rien qu'on a des affinités, mais le langage et puis la poésie même, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans ton travail. Puis surprenamment, dans ce film-là, ben ça devient quelque chose d'abstrait. Il y a j'ai parlé de silence tout à l'heure, mais ça devient comme un peu à l'inverse. Moi, le langage est très présent dans mon travail, mais souvent, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien dit, sauf dans ce livre-là. Mais souvent, moi, dans mon travail, c'est des pages blanches, des dispositifs qui rappellent à l'écriture, mais qui sont pas nécessaires, où il n'y a pas de mots. Donc, je sais pas comment tu vois ce film-là au cours de ta pratique. Dans le fond, est-ce que c'est une pause, un moment de... Parce que ça a été aussi, tu as eu une expérience quand même assez... presque une performance, là, je pense. On était 31 jours en mer avec mes deux frères et moi. Ouais. Nicolas et Gabriel qui tournaient. On était à 2 caméras. Je tournais avec Nicolas, puis Gabriel faisait le son. Et puis, ça a été vraiment une expérience. C'est d'ailleurs parce que j'ai essayé de rendre l'expérience d'une immersion. Le caractère, pour utiliser un mot que tu utilisais tantôt, romantique aussi de notre appréhension de ça. Quelque chose de très concret dans l'expérience des marins qu'on n'a pas rendu. C'est-à-dire que, parce que le navire est très, très bruyant. Ça sent mauvais, c'est bruyant, ça sent l'huile. C'est un environnement assez agressif. On voit pas ça dans le film, non, du tout. C'est ça. Mais si je faisais, il n'y a presque pas de son direct aussi. Non, il y en a un peu, mais le son direct est très pollué par les bruits de machine, la climatisation qui est omniprésente. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'à la fois, les variations infinies de l'eau, de ses remous, puis de ses rides, sont passionnantes, mais tu le vis dans le chaos du moteur, avec le vent du large qui te frappe, puis dans l'odeur de mazout. Tu sais, c'est pas du tout bucolique. Mais nous, je pense que j'essaie d'assumer ça, là, l'idée que nous autres, on appréhendait ça de façon assez romantique. Nous autres, on traversait l'océan. On redécouvrait à notre petite échelle l'Amérique. Tu sais, c'est comme on trouvait ça. Oui, c'est vraiment ça. On trouvait ça vraiment romantique. Là, c'était une belle aventure. Puis nous, la haute mer, pour qui ne l'a jamais vécu, c'est vraiment une aventure aussi. Puis il y avait quelque chose c'est pas nécessairement l'incommunicabilité, mais le respect d'une expérience. Les marins, on était dans intime quand même. Bien sûr. Eux. Puis vous avez passé tous les petits moments de la journée, le nettoyage, le repas, vraiment comme la vie quotidienne. On partageait la même toilette là, qu'un jeune marin à qui on a toujours fumé des cigarettes, prendre des petites bières, assis dans la douche. Pré-Covid, tu sais. Oui. C'était vraiment pré-Covid. Je ferais pas ce film-là en ce moment. Mais c'est ça l'ennui, hein, c'est ça. C'est un ennui. Encore là, on en parle un peu. J'imagine que, comme on a des pratiques d'atelier, c'est moi pour un cinéma d'animation, on est un petit peu. Il y a quelque chose en amont qui est sourd, parce qu'on est capable encore de fabriquer des objets. Mais en aval, lors de la diffusion, c'est plus compliqué. Hein, en ce moment? Ben oui, quand même. Puis je te dirais même en amont, juste l'approvisionnement, je sais pas comment c'était, mais en matériaux, les services, juste aussi le temps. Le temps est différent maintenant, le temps qu'on a dans une journée. Mais oui, c'est sûr qu'en ce moment, on pense à comment le travail cinématographique ou en art visuel va être diffusé prochainement. Puis c'est un peu... je me pose des questions. Je me pose des questions aussi, on en a déjà parlé, mais de tout ce mouvement vers représenter les choses en ligne. Puis est-ce que c'est vraiment... une bonne idée de penser que tout peut être... Moi, je suis convaincu que non. Je suis strictement convaincu que non, parce que les forces en présence, puis les flux, et la gestion de ces flux-là par les
par les fournisseurs de services, par les grands algorithmes, tout ça, nous laissera pas de chance. Ne laissera pas de chance à la délicatesse de certains objets qui exigent un autre rythme, une autre approche. On est foutu si on n'a pas au moins quelque chose d'hybride, tu sais. C'est-à-dire au moins des gens en présence qui viennent être face aux œuvres, tu sais, qui viennent physiquement être face aux œuvres dans des réseaux courts, là, dans des réseaux de proximité, là, des gens qui vivent dans notre ville puis qui viennent voir les œuvres. Puis, on complète ça idéalement par une éventuelle diffusion en ligne, mais qui est souvent un leurre. D'autres en cinéma, là, il faudrait voir la réalité des chiffres sur iTunes, sur les plateformes. Oui. C'est famélique. Ah oui, hein? C'est famélique, puis ça fonctionne pas. À part quelques exceptions près, mais ça ne fonctionne pas. C'est sûr que pour moi qui fais des objets où la tactilité est importante, le rapport à l'échelle, c'est sûr que même s'il y a des tentatives de présenter en ligne, c'est difficile d'envisager que mon travail pourrait être présenté de cette façon-là parce que c'est tellement subtil. Je fais des petits dessins parce que ça fait à peu près 6 mois que je vais à l'atelier puis que je réalise rien de concret. Donc, je fais des esquisses des projets qui pourraient devenir quelque chose. Puis j'en ai. Puis il y a Isabelle Benoît qui a parti une plateforme en ligne qui s'appelle Résidence, qui m'a dit, c'est super, en temps de COVID, on pourrait présenter ça. On pourrait faire un peu une exposition en ligne, on photographie un lieu, on va les exposer. Là, j'ai dit, oui, mais c'est des petits dessins gros comme ça, là. J'ai dit, tu peux pas les mettre sur un mur, personne ne va rien voir. Alors, ça fonctionne pas vraiment, tu sais. Puis est-ce qu'on peut si on les agrandit, on perd le rapport à l'échelle? On leur fait de... Oui, c'est ça, à la note, au caractère discret, puis provisoire presque, d'une note. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Moi, au lieu dans le fond, au lieu de faire des esquisses préparatoires vraiment terminées, mais c'est juste quelques petits mots. Donc, j'écris quelques mots avec un petit sketch, mais ça se porte pas à ce genre d'application-là. Puis même une exposition en ligne, moi, souvent, j'ai déjà eu le débat là-dessus, à la fois papier, mais souvent une peinture ou une photographie. Une photographie, c'est un peu différent, mais une peinture ou une sculpture, tu la vois en photo et tu la vois en vrai, mais souvent, tu as un petit choc, là. Ouais. Parce qu'il manque de l'information. Donc, soit tu es content ou tu es déçu. Ou tu es déçu. Parce que ça n'a pas la finesse de la matière. Hein. Puis je trouve que c'est un appauvrissement. Il y a une forme d'appauvrissement en particulier pour la peinture, là. Puis même pour les objets, tu sais, ne pas être en présence, ne pas être sur la durée de l'écran, que l'écran c'est une autre durée qu'être en présence physique, pas voir la réalité de l'objet en peinture, c'est crucial. Donc ça ramène tout à une espèce de je trouve que ça publicise un peu tout le rapport à l'objet, tout devient un peu graphique. Oui, c'est vrai. Puis donc on n'est pas dans le même rapport à l'image. Pour moi, c'est assez problématique. Alors toi, quand tu fais un film, tu penses à le regarder en salle? Ou moi, je suis prêt. En fait, c'est que je suis pas. J'adore la salle, c'est crucial pour moi. Puis d'un autre côté, moi, l'important, c'est la forme d'art. C'est pour moi, si on est capable de trouver des façons que ça soit viable, que les films existent en ligne, qu'ils soient vus par un nombre de personnes je pense que chaque œuvre a son seuil d'existence. On n'est pas tous obligés d'avoir des millions de spectateurs. Je pense que chaque œuvre a ses exigences pour exister. Ça, c'est pas moi qui le... Ben, c'est un peu comme la même chose pour moi. Moi, je fais quelque chose, ça va toucher quelques personnes, peut-être très peu, mais celles que ça va toucher, ça va faire tout mon bonheur. Parce que je le fais pour moi en premier lieu. C'est une façon de vivre sa vie. Oui. Pour moi, une pratique artistique, c'est une vie à vivre. Et puis, la pandémie et les contraintes que ça à la fois protège, c'est drôle. Pour moi, j'ai comme toi vécu beaucoup d'hésitation, puis beaucoup pas tant d'inquiétude que j'ai de doutes, en fait, sur ce que ça va vouloir dire faire du cinéma. Parce que le modèle économique est promis de s'effondrer, on le voit là. Puis il va subsister Trolls World Tour 8, mais il ne subsistera pas les modèles habituels, je pense, qu'on a connus de cinéphilie, puis de cinéma, de production de cinéma d'auteur, tout ça. Donc dans cette période de transition. Moi je suis convaincu. Oui. Ouais. Je suis convaincu parce que les modèles économiques tiennent encore de façon très artificielle. Puis là, le modèle économique est attaqué en amont, en aval, partout, dans toutes les étapes, là, tout est fragilisé.
je pense que ça peut être l'occasion d'une prise de conscience. Dans le cas du cinéma, la réalité, c'est que le cinéma qu'on aime, ou la plupart du temps, c'est de l'argent public. C'est en Europe, ici, c'est de l'argent public. Donc, oui, l'industrie est importante parce qu'elle professionnalise, c'est des emplois, mais au final, c'est de l'argent public. Donc, de l'argent public, je veux dire, si on fait une relance verte et culturelle, l'argent public, elle peut être verte et culturelle, c'est-à-dire qu'elle peut penser le cinéma dans ses exigences culturelles, esthétiques, puis elle va se dépenser pareil l'argent. Moi, je pense que ça peut être l'occasion justement de se dissocier d'une industrie qui a porté le cinéma tel qu'il est, mais qui en ce moment est... Moi, je veux pas sombrer avec l'industrie. Okay. Je pense que la forme d'art doit y survivre. Puis au contraire, il n'y a pas de plus en plus de films qui sont comme financés par les plateformes ou qui sont à but lucratif, là, comme... Mais tu sais, tu vois... On voit de plus en plus ça, non? Mais c'est un danger aussi. C'est l'arbre qui cache la forêt, moi, je crois. C'est-à-dire que Netflix, c'est un bon exemple. Oui, mais c'est ce que je voulais dire en sous-entendu, là. Mais tu sais, je me ferai pas d'amis, là, mais Netflix, en fait, ils ont un catalogue assez médiocre. Et puis, ils ont quelques figures de proue que même si tu les cherches pas, ils reviennent dans tes résultats. Tu sais, c'est assez étonnant. Des fois, tu cherches David Lynch, puis le film, tu le sais que le film de David Lynch est là, mais il est pas en premier. Non, jamais. Tu viens de taper David Lynch, là, je vérifie des fois mon orthographe, mais j'ai pas fait de faute, je tombe pas dessus. Donc, au final, c'est... Mais il est là. Il est là. Tu es capable de difficilement le trouver, tu sais, mais tu le trouves. Là, j'exagère un peu, mais quand même. Oui. Donc, je pense que c'est un catalogue très, très médiocre avec des figures de proue qui relèvent davantage de la publicité. C'est des très beaux films, comme on remarque, mais qui est une cascade, tu sais, qui est un artifice, qui est un feu d'artifice, c'est super, mais ça cache quand même un océan de films médiocres. Oui. Il y en a très peu là, qui valent la peine, peut-être. Et ça ne peut pas être un hasard. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent investi pour que cet algorithme-là fonctionne de façon aléatoire. La réalité, à mon sens, c'est qu'ils ne veulent pas que soient trop vus certains films parce qu'ils veulent continuer à les acheter à rabais. Ils sont très capables de... Moi, je suis convaincu que c'est leur modèle économique. Ils gèrent les flux, ils gèrent en tout cas, c'est un autre débat, mais ils gèrent les visionnements, c'est leur modèle économique. OK. Puis là, je viens vraiment pas me faire des amis chez Netflix, mais quand même, on peut... Désolée, c'est moi qui est allée là. Mais c'est correct. J'assume mes positions. Puis d'autant plus que c'est quand même un certain impérialisme culturel américain aussi. Oui, c'est sûr. OK, on va faire un 180, on change de côté. Il y a une chose que... Parce que c'est ça, j'ai regardé beaucoup de tes films dernièrement, et puis il y a une chose qui m'a vraiment frappée, c'était l'absence de couleurs. Totalement. J'en ai pas vu un. Est-ce que j'ai raison? Bien, en fait, tu as tout à fait raison. Le prochain est très, très, très coloré. Ah, bon. OK. Mais est-ce qu'il y avait une raison pour le... Je sais que ça fonctionne vraiment il y a un dans plaisir, c'est ça. Il y a un plaisir, je pense, formellement, c'est un plaisir. C'est un dialogue avec l'abstraction aussi, le noir et blanc. Oui. Il y a une prise de distance avec le réel. Il y a un caractère graphique à l'image qui se dégage. Techniquement, l'animation, ça permet de jouer beaucoup plus de façon plus élégante, souvent des superpositions, puis de tout le dégradé des tons de gris. Oui. Ça permet quand même de faire cohabiter plusieurs trucs dans l'image. Mais comme dans Villeneuve, j'ai l'impression que ça donne une atmosphère au film qui est... dans le sens où il y a une facilité de créer une émotion dans les personnages en très peu de coups de crayon, justement par ces espèces de tonalités de noir et blanc. C'est un choix conscient parce que Villeneuve, c'est un film assez paradoxal dans sa production. C'est qu'à la fois, il fallait le faire à la main sur papier, ça coûte cher, mais c'était aussi un choix économique, comme on avait un relativement petit budget. L'idée, c'était aussi d'avoir une signature graphique singulière, spécifique, puis assez rapidement. Donc, on n'aurait pas pu y aller dans... Je trouve que un dessin à l'encre sur papier comme ça, c'est contrasté, ça existe. Oui. Il y a quelque chose qui a une signature graphique assez directe. Oui, c'est ça. Mais c'est pas un truc... parce que tu dis on n'avait pas un gros budget, mais c'est pas un truc d'ancrage, c'est vraiment un choix esthétique. Oui, c'est ça. C'est assez étrange parce que moi, j'ai, dans les derniers 10 ans, presque jamais utilisé la couleur. Donc, je fais beaucoup d'émail dernièrement, donc émail sur métal, acier, cuivre. Et puis, j'ai toujours utilisé que le blanc et le noir. Et la couleur, elle apparaissait seulement de la matière. Donc, souvent, c'est du cuivre qui oxydait dans un four. Très beau le notebook, là. J'ai vu ça en ligne, là, malheureusement. Mais
Je vais essayer d'aller le voir chez Bradley. Ah oui, oui, mais ça va être je pense que c'est ça. Mais ça, c'est ça. Alors, c'est tout dernièrement, j'ai commencé à utiliser la couleur comme par un espèce de désir de... Je sais pas, il y a peut-être quelque chose de sombre en ce moment qui se passe, puis essayer de voir la vie autrement. Donc, la couleur apparaît, puis ce désir, c'est vraiment, vraiment surprenant. C'est expressionniste, là. C'est ça, cette œuvre-là, là, que Ouais. c'est presque expressionniste, là, avec, il y a quelque chose de très vif là, dans l'orangé, un peu de jaune. Mais dans le fond, c'est vraiment une plaque de cuivre qui est de la même grosseur que mon écran d'ordinateur. Et puis, j'ai beaucoup regardé Moi, je m'intéresse beaucoup aux bris de communication. Des moments où il y a soit non-communication et puis des bris d'écran. Donc, où tout d'un coup, il n'y a plus rien sur l'écran, mais en même temps, l'image qui est présentée, c'est une image abstraite vraiment magnifique qui a une espèce d'éclat de lumière et puis, presque un coucher de soleil. Ça ressemble à un coucher de soleil, exactement. Donc, j'essaie de le refaire. Et puis, c'est sûr que quand je travaille dans l'émail, dans le fond, c'est une fine couche de verre qui est appliquée sur un métal, soit le cuivre, l'acier. Et puis, il y a un certain processus à l'aveugle. Donc, quand je mets l'émail, c'est une poudre. Et puis, je le cuis à 830 degrés Celsius. Dans un four à céramique? Ouais. Dans un four à céramique. Et puis, quand on met la poudre, c'est un peu la même chose que des glaçures de céramique. C'est toujours pâle et presque blanc. Et puis, il y a un processus chimique qui se passe dans le four où la couleur apparaît. Donc, il y a cette espèce de inconnu. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et puis là, la magie de l'oxydation à certains endroits, puis le cuivre qui réagit, qui rougit. Donc, ça fait un peu comme un coucher de soleil. Donc, il y a un peu le jeu de mots de notebook. Donc, quelque chose où on écrirait nos idées ou l'ordinateur, dans le fond, qu'on appelle aussi notebook en anglais. Ah, tu vois, moi, je l'avais lu différemment, mais ça m'intéresse, je suis heureux. Et tu l'as lu comment? Ben, moi, je me disais, évidemment, donc, une surface sur laquelle on prend des notes. Puis moi, je pensais que l'émail était appliqué par couches successives, moi. Tu vois? Je pensais que c'était un espèce de vernis de couches successives. Je me disais, on prend il y a une façon de faire valoir les notes, la durée, la présence, qui est celle humaine, tu sais, qui s'applique par couches successives, et le temps, l'oxydation. Il y a comme deux notations. C'est comme ça. Mais c'est sûr que c'est assez intriguant, le processus, mais c'est vraiment une couche et un passage au four. Donc, c'est vraiment dans l'instantané et avec tout ce qui est d'imprévisible. Dans le fond, l'imprévisibilité des matériaux, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Même, j'ai travaillé vraiment souvent en collaboration avec d'autres artistes. Et puis, ce processus d'échange... c'est vraiment un processus où il y a quelque chose qui se perd, puis il y a quelque chose qui se crée. Puis cette espèce l'instabilité de travailler en collaboration avec quelqu'un, puis ça nous permet d'être hors d'une zone de confort. Mais c'est vraiment quelque chose que j'explore dans mon travail, puis qu'on a à même les matériaux dans un certain sens, parce que c'est comme une collaboration avec mon four. Moi, je fais une partie, je contrôle une certaine partie, mais il y a comme une surprise aussi en bout de ligne. Donc, ces espèces de moments... où il y a une perte de contrôle. Je trouve ça assez magique dans la création. Je sais pas si de ton côté, c'est... Moi, c'est quelque chose que je vous jalouse beaucoup, de façon peut-être romantique un peu, cette espèce de possibilité de l'improvisation, du caractère aléatoire des choses. En cinéma, en particulier en cinéma d'animation, il faut faire un effort pour dérationaliser le processus par moment, parce que sinon, on travaille sur des scénarios de façon obsessionnelle. Moi, je passe des heures à déplacer des virgules puis à recadrer une incise dans un paragraphe, parce que c'est notre seule prise sur le réel. Le financement, à un moment donné, on l'envoie ça, puis on sait qu'il est évalué, tout ça, mais puis comme le financement est très compétitif, on essaie toujours d'être parfait. Donc, tout est tellement surrationalisé, c'est des processus assez longs. Donc, moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans le dernier film. Je me suis dit, je l'ai pensé dans la mesure du possible comme un film d'atelier. Donc, j'avais un scénario écrit, j'ai financé le film sur un scénario, mais où il y avait très peu de didascalie, de façon, très peu d'éducation à l'image, quelques pistes, tout ça, mais un dialogue structurant de 55 pages qui structure le film, entre un homme et une femme. Ouais. C'est autour de ce dialogue-là que le film s'est déployé par segments, puis on est rentré en atelier une douzaine de personnes pendant 2 ans. On a beaucoup, beaucoup improvisé.
C'est ça. Donc, il y a une part d'accident. Là. Ben, c'est ça. Ben, autant que faire se peut dans le cinéma d'animation. Mais moi, ce que j'ai fait des petites machines à fabriquer des images où il y a des différents dispositifs. Donc, puis souvent, je donnais quelques dessins, le segment de dialogue correspondant, puis un peu de références visuelles, puis peut-être une page de notes. Quelqu'un partait. Donc, il y a une magie à cette espèce de moment où tu laisses aller une part de toi à quelqu'un, puis là, il y a quelque chose de nouveau. C'est enivrant. Oui, la exactement. perte de contrôle, ben, c'est à la fois risqué, parce que tu cèdes quand même une partie de ton contrôle, justement. Tu cèdes une partie c'est une partie assez importante. Mm-hmm. Après ça permettait, dans un film qui était fait de façon très artisanale, ça permettait de gagner énormément de temps parce que les gens, un des défis en animation, c'est souvent d'adapter le dessin aux exigences du film. Tandis que là, les gens ont dessiné ce qu'ils dessinent de tout. Les gens se sont dessinés eux-mêmes. Ouais. Ils ont dessiné comme ils dessinent normalement dans leur pratique à eux. Donc, il y a une différence. C'est très le prochain film est super éclaté. OK. Donc, il est très coloré. Peut-être c'est justement aussi par envie de vie. Tu sais. Est-ce qu'il y a volontairement plusieurs voix? Est-ce que chaque personne qui a pris une part du scénario puis qui a dessiné, est-ce que ça vaut, est-ce qu'on peut parler comme qu'il y a une voix particulière? C'est chacun c'est la seule unité. L'unité, c'est le personnage féminin et masculin qui dialogue, qui dialogue tout au long du film. Et puis, mais ensuite, c'est eux qui donnent l'unité à un film qui est sinon très, très exploratoire. Qui est sur ce qui fait un chez-soi. C'est-à-dire qu'il y a un territoire réel, physique, concret, géographique, politique, culturel, engagé, mais imaginaire aussi. Des désirs, du refoulé, des inventions. Donc, c'est un film sur des fausses îles du Saint-Laurent, mais tout devient une île, de Hubert-Aquin à l'Assomption, tout devient une île. Et puis, c'est un archipel qu'on explore de façon assez libre. C'est assez surprenant parce que c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Le livre dont tu parlais tout à l'heure, dans le fond, moi, je l'ai écrit en anglais quand j'étais en Écosse. Je l'ai écrit volontairement, pas dans ma langue, parce que c'est un texte qui traite de un questionnement identitaire. Et puis, je l'ai volontairement fait traduire dans ma langue sans pouvoir modifier aucun des mots. Donc, c'est sûr que dans cette traduction, il y a une perte et il y a un gain. Donc, c'est un peu le même processus que quand tu laisses aller une part de ton texte. Et puis, j'ai reçu ce livre qui était écrit par moi, mais qui était ma voix dans les mots de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par la voix. Est-ce qu'il y a différentes voix? C'est que chaque personne, c'est ça? Mais c'est très beau, ça, parce qu'il y a quelque chose de très subtil qui se passe. Tu m'avais expliqué le dispositif de rédaction puis de traduction ensuite de ton livre. Avant que je le lise, mais donc j'étais au courant. Donc en le lisant, j'ai noté un peu ça. Puis il y a un jeu, c'est assez joueur aussi, parce qu'il y a quelque chose qui, on sent pas une dégradation, mais on sent une tension dans la langue, tu sais. Puis on sent une tension qui est assez bien soutenue d'ailleurs par la structure même du texte, la mise en page, le jeu de notes aussi. Tu sais, il y a comme quelque chose d'architectural, mais de mis sous tension dans le texte lui-même. J'ai trouvé ça c'est très bien. Puis ce qui est beau, en fait, c'est que c'est sensible. Ça ramène une expérience sensible, assez romantique aussi, comme tu l'as dit, toi-même. Ça m'a ravi. Mais tu parlais du prochain film qui est Le Chez-soi. Donc, je trouve ça assez intéressant par rapport à la situation en ce moment. Un moment où on nous dit de penser local, je sais pas, je dirais essayer de valoriser l'art d'ici, où la maison devient quelque chose de très... parce que chez soi, ça peut être aussi la maison, mais un endroit où est-ce qu'on est de plus en plus pour la création. Je sais pas si évidemment, tu as écrit pré-pandémie, pardon. Comment est-ce que tu vois la sortie de ce film comme dans le moment actuel? Puis parce qu'on sait pas on en a pour combien de temps, puis... Moi, j'ai tellement eu de plaisir à le faire, ce film-là. Puis c'est un projet très atypique, puis qui s'est financé paradoxalement très, très rapidement. Donc, le film où c'est plus dans l'immédiateté. Tu sais. Je l'ai écrit, financé tout de suite, commencé. C'était vraiment une joie. Puis ça a été très heureux. J'ai eu une équipe généreuse. C'était une production horizontale. Tout le monde était payé pareil. Les jeunes comme les plus vieux. C'était vraiment très, 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 très horizontal. C'était très chouette. Donc, si le bonheur est déjà là, j'espère après ça qu'il sera vu puis apprécié, mais le bonheur est déjà là. Moi, tu vois, j'espère, ce que je nous souhaite, là, c'est que on pense beaucoup à l'économie,
mais comme finalité dans le contexte pandémique. Puis je pense que c'est l'inverse, c'est un moyen. Puisque je pense que c'est un moyen de remettre les choses au service des expériences, des existences des gens. C'est certes consommer local, mais c'est pas pour que les gens vivent bien. C'est des conditions d'existence Oui, concrètes c'est ça. des gens qui. C'est pas juste matériel, mais c'est spirituel, culturel, esthétique. Je pense que le monde à venir doit certainement être vert, mais il doit aussi être culturel. On doit assumer la part de virtualité que permet la culture, puis de nous sortir de la consommation, puis de sortir du grand capitalisme aussi, et penser la culture aussi comme un chez-soi. Tu sais, Oui. Oui, vraiment. Et donc, comme une autonomie. Et donc, t'as moins besoin, t'as pas besoin de deuxième VUS non, mais c'est vrai, quand t'as une bibliothèque garnie. Tu sais, puis, donc, il faut que ça soit accessible. Je pense que c'est quelque chose d'une belle liberté là-dedans. On ose espérer que les gens, ça va leur fait voir que notre travail est important et qu'on fait partie d'un plus grand écosystème. Et puis que je pense que beaucoup de monde est resté à la maison et a justement réfléchi sur... Je pense c'est arrivé beaucoup plus qu'on pense sur qu'est-ce qu'on consomme, mais aussi artistiquement, culturellement. Et puis, je pense qu'il y a un mouvement vers, oui, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et puis... Puis de ramener, valoriser, c'est d'ailleurs, ça me permet de conclure sur ton livre. Oui. Je trouve que ce qui est beau, c'est que c'est un dispositif qui rappelle un peu de l'art conceptuel, mais où la sensibilité, ou l'expérience, ou quelque chose à la fois physique, mais de sensible, pénètre de tous les côtés. Donc c'est très riche intellectuellement. Le dispositif conceptuel fonctionne très bien, c'est précis, tu vois que c'est documenté, tout est bien structuré, mais le sensible pénètre de partout. Ça en fait quelque chose. C'est quand même une œuvre d'amour. Là, tu vois qu'il y a du sensible, donc c'est très beau. C'est ce que je nous souhaite. Oui, merci.